précédent, merci. À l'exposé précédent, où il a été donc question de surveillance et de résistance à la surveillance, parce que moi je vais prendre un petit peu le contre-pied, pour vous montrer l'autre versant, à savoir justement l'idéal de la transparence. Donc je pense que ça va créer quelques échos. Alors dans le cadre de ce colloque qui cherche donc à élucider les liens entre l'expérience corporelle et ses représentations d'une part, et l'aménagement de l'espace de vie d'autre part, il m'a paru intéressant de questionner l'usage du verre en architecture. À vrai dire, cette interrogation n'a pas émergé d'une réflexion sur l'architecture contemporaine à l'origine, où le verre pourtant est très présent. On le voit dans bien des buildings, notamment à Montréal aussi. Cette interrogation en fait a été stimulée par la lecture de textes du début du XXe siècle, où s'exprime un véritable enthousiasme pour l'usage du verre en architecture. En effet, en Allemagne, mais aussi en Russie et en France, une avant-garde se crée dans les années 1910 et puis, disons, se solidifie dans les années 1920 et jusque dans les années 1930, qui se passionne pour le verre. En Allemagne, alors quelques points de repère, j'y reviendrai. En Allemagne, c'est l'écrivain Paul Scherbart qui publie en 1914 un essai intitulé « Architecture de verre », qui va inspirer de nombreux théoriciens et des architectes. Quelques années plus tard, notamment Mies van der Rohe présente le projet d'un gratte-ciel tout de verre destiné à être érigé dans le centre-ville de Berlin. Dans la Russie soviétique, l'idée a aussi un puissant écho, donc la jeune Russie soviétique, chez les constructivistes notamment, et jusque chez Sergei Eisenstein, qui projette de réaliser un film en huis clos, paradoxalement, dans un gratte-ciel tout de verre. Voilà, alors le projet devait s'appeler Glass House, il n'a pas été finalement réalisé. En France, ce sont surtout les surréalistes qui s'emparent de l'idée. Alors mon questionnement d'abord a été de comprendre pourquoi il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que se manifeste l'engouement pour le verre en architecture, alors que le matériau est très ancien. En fait, ce sont les avancées techniques dans l'usage des structures de fer, de fonte et d'acier qui permettent au XIXe siècle l'édification de gigantesques édifices de verre, d'immenses serres en quelque sorte, comme l'éphémère Crystal Palace qu'on connaît de réputation, qui a été construit donc, par Joseph Paxton en 1851 à Londres pour l'exposition universelle, et en quelque sorte son petit frère, le Grand Palais, la verrière du Grand Palais, qu'on peut encore voir à Paris, construite, elle, en 1900, inaugurée en 1900 donc, pour l'exposition universelle à Paris. Voilà, donc là c'est après sa restauration. En 2004, je crois. Alors, mais le projet des utopistes du XXe siècle, qui est celui qui m'intéresse, me semble nettement plus audacieux que celui des architectes du XIXe siècle, dont on connaît pourtant bien le travail. Alors, le verre, pour ces utopistes, ne doit pas seulement apporter la lumière naturelle dans de grands halls d'exposition, dans des lieux de rassemblement, il doit servir à la construction de maisons de verre, et ainsi entièrement transformer la façon d'habiter. Il s'agit donc d'abattre les cloisons de béton, d'ériger à leur place des murs de verre, avec cette transparence qui doit devenir un idéal non seulement esthétique, mais aussi moral et bientôt et avant tout, je dirais, social et politique. C'est la vie humaine dans sa globalité, les pratiques les plus quotidiennes qui doivent s'en trouver métamorphosées. Car la maison de verre doit être habitée par un homme nouveau, un homme de verre lui aussi, un corps translucide, entièrement exposé au regard, un corps qui n'est plus le lieu de l'intime, mais qui directement s'inscrit dans l'espace collectif. Autour de ce topos architectural, littéraire et philosophique, un ensemble de fantasmes se cristallise. Le rêve de la maison de verre implique une reconfiguration radicale du rapport aux autres et du rapport à soi, qui engage à son tour de repenser les notions d'intimité et d'identité à partir d'une nouvelle phénoménologie du corps. C'est ce que j'aimerais montrer en déroulant un fil de la première utopie donc de Paul Scherbart à l'interprétation qu'en livre Walter Benjamin, donc au début des années 1930, en passant par l'évocation que donne André Breton. Il me semble qu'il est possible de retracer d'un texte à l'autre
le lien de cette utopie architecturale à une utopie sociale, elle-même fondée sur une réévaluation de l'expérience corporelle. On va voir qu'il y a des déplacements importants qui s'opèrent. La maison de verre, en effet, est construite au carrefour des réflexions sur le corps et sur le monde dans lequel il s'inscrit, et c'est en ce point de convergence que se fixent les enjeux fondamentaux de cette utopie. Alors pour conclure mon exposé, pour l'ouvrir à la discussion, j'aimerais interroger les raisons de l'abandon de cette utopie dans les discours et les pratiques architecturales contemporaines. Si le verre est un matériau privilégié dans bien des constructions récentes, l'idée d'une maison de verre, d'un lieu d'habitation en verre, semble largement oubliée. Il m'a semblé intéressant d'essayer de comprendre ce renoncement et de demander s'il doit être irrémédiable. Alors d'abord, je vous propose donc de vous présenter les moments essentiels de l'utopie du verre, telle qu'elle a essaimé en Europe au début du XXe siècle. Je ne vais pas m'intéresser en premier lieu aux pratiques architecturales, mais d'abord aux discours qui les accompagnent, qui parfois les précèdent et les inspirent, parce que là où les pratiques se confrontent aux limites qu'imposent le matériau et les techniques, aussi évidemment à la résistance des corps, les discours se déploient donc dans l'imaginaire. Le texte inaugural dont s'inspireront beaucoup d'autres est, je l'ai évoqué, Architecture de verre, de Paul Scherbart, qui a fait l'objet d'une retraduction, là, je crois, cette année, vers le français. Donc il y a un renouveau de Scherbart en ce moment en France. Cette année, il y a 2 textes de lui qui ont été retraduits. Alors, que gagneraient, selon Scherbart, les êtres humains à abandonner les maisons de briques et de pierre pour emménager dans des maisons de verre? La novation architecturale de la maison de verre doit promettre le renouveau de la culture humaine. C'est tout le rapport de l'individu à son environnement qui doit s'en voir bouleversé. Scherbart ouvre son traité utopiste en ces mots. Voilà. Alors, nous vivons essentiellement, je le cite donc, nous vivons essentiellement dans des espaces fermés. Ceux-ci composent le milieu où notre culture s'engendre. Notre culture est, dans une certaine mesure, un produit de notre architecture. Donc désolée, je crois qu'il y a une coquille, certaine, pas de S. Si nous voulons amener notre culture à un niveau plus élevé, nous sommes, bon gré mal gré, obligés de transformer notre architecture. Et ceci ne sera possible que lorsque nous aurons débarrassé les espaces dans lesquels nous vivons de tout ce qui, en eux, a trait à la clôture. Nous ne pourrons y atteindre qu'à condition d'introduire l'architecture de verre, qui laisse pénétrer la lumière du soleil et de la lune et des étoiles, non à travers quelques fenêtres uniquement, mais à travers autant de cloisons que possible, qui seraient tout de verre coloré. Le nouveau milieu que nous créerons, ainsi, nous apportera une nouvelle culture. C'est à l'individu anonyme, il faut bien l'avoir en tête, à l'individu perdu dans la métropole que s'adresse Scherbart. Il lui promet tout à la fois un foyer, baigné de lumière et de couleurs, mais aussi la possibilité de communier avec le cosmos, au rythme duquel la vie humaine est appelée à s'adapter. On comprend que Scherbart entretient un rapport singulier avec l'idéal romantique, dont il est imprégné, mais dont il cherche à se dégager pour en proposer le dépassement. Alors le romantisme allemand vit dans la nostalgie des lointains, la Sehnsucht, un terme quasiment intraduisible, comme l'illustre remarquablement le célèbre tableau de Caspar David Friedrich, que je vous ai mis en regard de la citation « Femme à la fenêtre ». Alors la maison, aux cloisons opaques, emprisonne et rassure en même temps la rêveuse, à laquelle seule la fenêtre offre un débouché sur l'extérieur. Le sujet y est comme disloqué entre l'espace intime, le foyer, le Heim, où le corps s'ancre, et l'horizon, où le regard repose. La tâche du foyer est la matrice d'une insatisfaction, d'un manque, qui donne naissance au désir d'un ailleurs, désir insatiable, qu'aucun ailleurs ne pourra jamais combler, et qui ramène le héros ou l'héroïne, s'ils ont entrepris un voyage, qui les ramène inéluctablement au foyer. C'est dans cette tension insoluble que l'individu romantique reste pris. Or, c'est précisément pour mettre fin, d'un même coup, à la nostalgie de l'ailleurs et à la nostalgie du foyer, que Scherbart veut voir les fenêtres disparaître au profit d'un espace entièrement translucide, ouvert en chaque point sur l'extérieur.
Dans la maison de verre, suggère Scherbart, l'intime et l'étranger, le familier et le lointain ne doivent plus s'opposer, mais bien plutôt s'interpénétrer, pour libérer le sujet romantique de sa double quête, celle de l'ailleurs qui se dérobe toujours, et celle du lié qu'on a fatalement perdu. L'univers doit devenir donc la demeure de l'humain, et le microcosme du corps entrer en résonance avec le macrocosme pour y découvrir son authentique et immuable foyer. À l'individu contemporain, pris dans le flux incessant des véhicules et des signaux, Scherbart propose donc de s'orienter aux étoiles. L'année de la parution d'Architecture de verre, l'architecte allemand Bruno Taut, ami de Scherbart, auquel celui-ci dédie d'ailleurs son traité, réalise une demeure telle que Scherbart la rêvait. Alors il nous en reste quelques photographies en noir et blanc. Donc 1914 également, on voit sur cette image, même s'il nous manque les couleurs, que le vitrail reste une référence absolument essentielle, au point d'ailleurs que la couleur et le motif le disputent à l'idéal de la transparence. C'est que Scherbart reste encore très attaché à l'idée d'un retrait dans l'intime. Il envisage d'intégrer, par exemple, à l'intérieur de sa maison de verre, des parois de nacre pour aménager une sphère résolument privée à ses habitants. Ce n'est pas d'abord l'exposition des corps qui l'intéresse, mais bien plutôt l'ouverture sur le cosmos. Et il semble parfois oublier que la transparence est à double sens, et que si l'on peut voir à travers les murs de sa maison, on peut également être vu. C'est justement cette double exposition que semblent assumer et revendiquer les utopies un peu plus tardives, celles des années 1920, dont la maison de verre, imaginée par André Breton, est un bel exemple. Alors pour ceux qui se souviennent bien de Nadia, Breton livre une description de l'espace qu'il rêve d'habiter. Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. Dans cette nouvelle maison de verre, il n'est plus question de mosaïque de couleurs, ni de la lumière des astres. Le verre devient le support d'un autre rêve. Dans la maison surréaliste, le projet d'habiter dans une maison de verre est lié à deux fantasmes corrélés. Il y a le fantasme d'une totale transparence aux autres. On peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, qui engagerait également la transparence à soi-même, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. Dans la maison de verre, pas de miroir. Ce n'est pas dans le reflet que l'on découvre son identité, mais dans la transparence. Pas d'image spéculaire, donc, pour ce corps-là. L'identification, qui je suis, ne se fait pas dans la reconnaissance de sa gestalt, de la silhouette du corps propre. La clé de la découverte de soi, c'est la présence totale aux autres. Dans cette maison de verre où même le lit, même les draps sont en verre, il n'y a plus d'intimité qui ne soit d'emblée ouverture sur le monde. Dans la maison de verre de Scherbart, la transparence devait renouer le lien de l'humain à la nature pour permettre à l'individu isolé de retrouver sa place au sein du cosmos. Dans la maison de verre de Breton, c'est le lien social qui est placé au cœur de l'utopie de la transparence. La question qui hante le roman et qui l'inaugure, qui suis-je, semble devoir trouver sa réponse non dans l'introspection, non dans la plongée dans l'intime, mais dans l'exposition assumée à l'autre, dans la revendication d'une existence de part en part relationnelle. C'est cette idée de la maison de verre que Walter Benjamin reprend et radicalise dans ses écrits, dont l'essai de 1933, Expérience et pauvreté, rend le plus longuement compte. Je vous en lis à nouveau un extrait. Scherbart accorde la plus grande importance à installer ses personnages, et sur leur modèle ses concitoyens, dans des logements dignes de leur rang, dans des maisons de verre mobiles. Le verre, ce n'est pas un hasard, est un matériau dur et lisse, sur lequel rien n'a de prise. Un matériau froid et sobre également. Le verre, d'une manière générale, est l'ennemi du mystère.
il est aussi l'ennemi de la propriété. Lorsqu'on pénètre dans le salon bourgeois des années 1880, quelle que soit l'atmosphère de douillette intimité qui s'en dégage, l'impression dominante est « tu n'as rien à faire ici ». Tu n'as rien à y faire parce qu'il n'est pas de recoin où l'habitant n'ait déjà laissé sa trace. Sur les corniches avec ses bibelots, sur le fauteuil capitonné avec ses napperons, sur les fenêtres avec ses transparents, devant la cheminée avec son pare-étincelle. Un joli mot de Brecht nous aide à sortir de là, loin de là. « Efface tes traces », dit le refrain du premier poème du manuel pour les habitants des villes. Alors malgré la référence à Scherbart, on voit bien que ce n'est pas l'habitation aux couleurs chatoyantes que Benjamin a en tête. Ce n'est même pas la demeure magique imaginée par Breton qu'il prend pour modèle. Benjamin a délaissé pleinement l'idéal esthétique, central chez Scherbart. Scherbart est encore très présent chez Breton. La maison de verre devient une utopie distinctement politique. Benjamin appelle à radicalement renoncer au foyer, à l'espace protégé ou se retrancher du monde, pour faire sienne la nudité du verre. Le foyer bourgeois, aménagé à l'image de son propriétaire, est l'espace d'un seul homme, isolé au milieu de ses bibelots. Pour Benjamin, l'être humain à venir doit se débarrasser de son intérieur, en même temps que de son intériorité, de tout ce qui renvoie au signe distinctif de sa personnalité. L'intérieur ne doit rien avoir à offrir à des êtres qui ne prétendent pas imposer d'héritage, objets, institutions, œuvres, leçons de vie, aux générations à venir. Accepter de ne pas laisser de traces, comme le suggère Brecht, c'est assumer la fugacité de sa vie, ne pas chercher à faire perdurer notre existence physique, forcément provisoire, grâce aux objets dont nous décorons et personnalisons notre intérieur. La maison, plus que lieu d'habitation, doit devenir lieu de passage, espace transitoire doublement ouvert spatialement sur l'extérieur peuplé par nos contemporains et ouvert temporellement sur ceux et celles qui nous y succéderont. Cette proposition existentielle est directement liée à une critique du capitalisme et de la notion maîtresse de propriété privée. En suggérant d'abandonner l'idée d'un intérieur, et avec lui celle d'une intériorité, donc d'une sphère privée, Benjamin propose de se délester de tout, à commencer par cette propriété privée originaire, premier intérieur dont l'intériorité a fait son bastion, le corps propre, c'est-à-dire le corps compris comme la propriété du moi. À l'humain, réduit au dénuement extrême, le corps semble être l'ultime propriété privée, l'unique objet qu'il puisse faire valoir. Assumer le dénuement, c'est d'abord accepter de se défaire du sentiment de propriété sur son corps, puisque c'est cette propriété première qui rend l'exploitation possible. Au vu de la réalité de l'aliénation des corps, Benjamin ne prend pas le risque de déclarer le corps inviolable, d'en faire une enclave de l'intime qu'il faudrait croire incessible, inaliénable. Car faire du corps le fondement de la sphère privée, revendiquer la propriété de son corps, mon corps m'appartient, c'est encore se maintenir dans la logique capitaliste. Le capitalisme affirme que le corps est notre propriété originaire, notre premier bien, et qu'à ce titre, il est possible de le louer, voire de le vendre, dans le cadre d'un échange marchand. En pointant la correspondance de la vie intérieure et de l'intérieur bourgeois, du foyer, Benjamin affirme que le retrait dans l'intime ne représente qu'une issue illusoire hors du système capitaliste, puisque celui-ci, justement, fait coïncider la propriété de soi et l'aliénation de soi. C'est pour échapper à cette logique que Benjamin propose de faire du corps l'inappropriable par excellence. Non la chose dont chaque être humain hérite à sa naissance et dont il peut librement disposer, mais un faisceau d'énergie qui élude la prise. Plutôt que de chercher refuge dans le carcan qu'est l'intérieur, dernier espace où le particulier peut éprouver la propriété de son corps et se réapproprier son image, dans les bibelots qui l'enclosent, Benjamin invite à s'exiler dans la foule, terre d'asile d'un corps évasif,
qui se nourrit justement des liens sociaux que le capitalisme brise, selon la critique marxienne. Dans cette perspective, la maison de verre doit permettre au corps de devenir cet espace inassignable où le dedans et le dehors, l'intime et l'étranger, sont soumis à leur constante réversibilité. Donc c'est donc dans l'espace sans frontières, inappropriable du corps, que nous a amené cette traversée de l'utopie de la maison de verre. Alors j'ai esquivé les Russes, j'avoue, et Eisenstein, parce que c'est encore tout un morceau, et puis parce que ça a été traité aussi dans un article d'Antonio Somaini, qui est consacré donc au projet d'Eisenstein Glass House. Donc pour ceux qui sont intéressés par le versant russe, je vous en recommande la lecture. Alors, mais la question qui se pose maintenant, c'est que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Alors, pas grand-chose, me semble-t-il, peut-être que vous allez me corriger, me contredire, parce que même si le verre reste un matériau indéniablement privilégié dans les constructions résidentielles, celui ou celle qui songerait à s'exposer au regard dans ses actions les plus quotidiennes, dans une maison entièrement de verre, serait taxé immédiatement d'exhibitionnisme. À moins, justement, de le faire dans un lieu d'exposition expressément désigné comme tel, comme l'a fait le couple qui a inauguré par son exposé le colloque. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette présentation, j'étais dans l'avion. Je le regrette, mais visiblement, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait une mise en scène de la vie quotidienne, familiale, voilà, exposée dans un lieu d'exposition, éventuellement aussi derrière des parois de verre. Alors, moi je le comprends évidemment à partir de l'effondrement des régimes totalitaires en Europe et en Russie, où le contrôle de la sphère privée était absolument invasif, la surveillance restant aujourd'hui encore une des données clés de nos sociétés. On vient de le voir avec l'exposé précédent. Dans ce contexte, la maison de verre semble devoir se transformer en inquiétant panoptique. Renoncer à sa sphère privée, ce serait céder définitivement aux injonctions, aux interpellations, à la censure du pouvoir, des mécanismes diffus de contrôle. Pourtant, la transparence reste un idéal dont tout un chacun en politique se réclame. Alors, c'est précisément dans ce contexte que Norman Foster mobilise le verre dans ses réalisations architecturales. Alors, je vais illustrer cette partie contemporaine par deux exemples, dont le premier est de Norman Foster et le Reichstag de Berlin, la coupole du Reichstag de Berlin, dont vous voyez ici l'intérieur. Donc, lieu hautement symbolique de l'histoire politique allemande, puisque la coupole a été incendiée en 1933, peu avant l'élection d'Adolf Hitler, par des partisans du national-socialisme. Ça a joué, disons, dans l'élection d'Hitler, puisqu'on a accusé les communistes d'avoir incendié le Reichstag, ce qui a joué évidemment en faveur d'Hitler dans l'élection. Et ensuite, le Reichstag était naturellement complètement délaissé pendant le national-socialisme, puis encore pendant la partition de Berlin, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à la réunification, il y a une volonté vraiment de reconstruire cette coupole. Et le choix du verre, évidemment, symbole de transparence politique retrouvée, ou en tout cas inaugurée, la question peut se poser, mais voilà, a joué un rôle important donc dans le choix évidemment du projet proposé par Foster. Voilà, mais là donc on a un surinvestissement du verre, avec non seulement une coupole qui est tout de verre, mais également des miroirs, la colonne de miroirs centraux, et puis une baie vitrée qui plonge son regard dans le bâtiment du Reichstag. Voilà, mais l'investissement là est, à mon sens, purement esthétique et symbolique. Voilà, le verre, transparence, ça revient tout le temps dans les discours aussi de Foster sur ses bâtiments, aussi sur l'hôtel de ville de Londres, qu'il a également construit en verre. Donc voilà, le verre symbolise la transparence politique.
La transparence et l'exigence donc à laquelle doit répondre l'institution politique, mais semble-t-il pas le citoyen, qui est consacré en quelque sorte la scission entre la sphère publique d'une part et la sphère privée d'autre part, scission propre au libéralisme. À défaut de vivre dans le vert, les citoyens et les citoyennes allemands et les touristes sont invités à s'y promener et à admirer la skyline berlinoise pendant que leurs représentants débattent sous leurs pieds, dans le bâtiment qui lui est bel et bien fermé, de leur avenir. Alors j'aimerais vous présenter maintenant un deuxième exemple d'une architecture de verre qui s'inscrit un petit peu plus dans l'héritage de Scherbart, même s'il n'est pas revendiqué. Alors il s'agit de la fondation Louis Vuitton à Paris. Vous avez peut-être pu la voir telle qu'elle a été imaginée et réalisée par Frank Gehry en 2014, soit 100 ans après l'apparition du traité de Scherbart, architecture de verre. Alors Gehry, lorsqu'il parle de son bâtiment, évoque un navire, un vaisseau, qui aurait jeté l'ancre au jardin d'acclimatation. Le bâtiment adresse donc une invitation au voyage très romantique, destinée à nous faire oublier, le temps d'une visite, la petitesse des appartements parisiens. La référence de Gehry, explique-t-il, sont les serres du XIXe siècle, qui parsemaient le parc, le jardin d'acclimatation, et les utopies du XXe siècle, elles, ne sont pas évoquées, donc c'est comme s'il y avait un bond qui s'était fait du XIXe au XXIe siècle, en évinçant dans cette question, les questions soulevées par les utopies du début du XXe siècle. C'est surtout avec l'aménagement proposé par Daniel Buren cette année, voilà, donc en 2016, que l'on retrouve un petit peu Scherbart, avec la projection de mosaïques de couleurs, voilà, parce que voilà, Buren a donc couvert certains éléments des parois de verre, de filtres colorés, de différentes couleurs, et avec le jeu de lumière, on a des projections comme ça, de ces damiers colorés. Mais justement, ce qu'on voit bien dans la photo de gauche, c'est que le bâtiment est en béton, en fait, en béton fibré, et que le verre est un habillage, c'est un voile translucide qui vient parer le corps opaque du bâtiment, de la fondation. Alors, chez Foster, on a donc un usage largement symbolique du verre. Chez Gehry, c'est un usage décoratif, esthétique. En tout cas, l'utopie sociale, l'utopie politique s'est perdue. Aujourd'hui, la relation à l'espace social, aux autres, qui le peuplent, fait l'objet d'âpres négociations. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la transparence? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'exhibitionnisme? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la curiosité? Qu'est-ce qui est de l'ordre du voyeurisme? L'impératif de judicieusement gérer son image et les conditions de son exposition a rendu l'utopie de la maison de verre obsolète. Au-delà des contraintes matérielles, économiques, écologiques que représente le verre, il faut donc constater l'effondrement du rêve d'un corps aussi qui ne soit pas le quartier privé de l'ego, mais un espace ouvert, irrémédiablement exposé à l'altérité et infiltré par elle. Voilà, je vous remercie.